dernier col. Gros travail hier de l'équipe Festina avec ici Laurent Brochard, avec Pascal Hervé qui était parti devant, avec Laurent Dufaux. Cette équipe littéralement s'est révélée hier, hein, enfin révélée. On avait déjà beaucoup parlé d'elle, mais elle a montré sa force hier dans cette grande étape. Il y a une grande cohésion dans l'équipe Festina. C'est l'une des deux meilleures équipes avec Télécom. D'ailleurs, elles occupent toutes les deux premières places du classement par équipe. Et elle a fait preuve de beaucoup de cohésion. C'est normal parce que c'est une équipe qui est composée de très bons coureurs, mais en même temps, elle a des challenges à défendre, notamment le maillot du meilleur grimpeur de Richard Virenque. Hier, c'était pour une éventuelle place de troisième, une éventuelle place sur le podium à Paris qu'il a pratiquement conquise hier. Et la victoire d'étape aussi avec Dufaux pour l'instant. Tout sourit à l'équipe Festina, même Pascal Hervé qui se disait diminué et qui a pourtant fait une excellente étape hier. Ouais. Oui, Gianluca Bortolami qui a signé un contrat en faveur de l'équipe Festina l'année prochaine pour renforcer encore cette magnifique équipe. On l'a vu avec hier encore un gros travail au cours de l'étape, bien entendu, et bien sûr la victoire de Laurent Dufaux. Nous ne pouvions pas passer dans cette belle région du Pays Basque, ce petit paradis sur terre, ce coin de France où l'on a la mer, la montagne, la bonne humeur, le soleil. Vous habitez pas par là, non? Pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est un magnifique endroit pour les vacances. Du reste, je crois que vous êtes très nombreux à avoir rejoint ce coin de la côte atlantique. On ne pouvait pas passer donc ici sans rendre hommage à André Darrigade, l'homme du Pays Basque, l'homme de Biarritz. André Darrigade, portrait. Et la valse des maillots jaunes ne s'est pas interrompue. Ici, Mulhouse-Metz, Tour de France 1959. À combien de Tours de France a-t-il participé? Il n'a pas fait le compte. 14 fois, pense-t-il. Ercole Baldini ne peut en dire autant. Chaque année, dans le Tour de France, il réservait aux sportifs une série de barouds, tous aussi étincelants les uns que les autres. Mais ils se terminaient tous avec l'apparition de la montagne. Et pourtant, un jour, vous l'avez peut-être oublié, c'était en 1959, il remportait une étape de col. C'était à Saint-Gaudens. En 1961, à Versailles, il remporte encore la première demi-étape. Derrière lui, on se bouscule pour les places d'honneur. Et ce n'est pas sans péril. En revanche, l'après-midi, contre la montre, son coéquipier Jacques Anquetil va lui ravir la première place au classement général. Le Normand a lancé un défi, il veut être maillot jaune du premier au dernier jour. Il y parviendra. Quant à Darrigade, il gagnera au total 22 étapes dans le Tour de France. Vous parliez de Tour de France que vous avez disputé à plusieurs reprises. Y a-t-il un Tour de France que vous auriez pu gagner? Peut-être celui de 1956 que Valkowiak a gagné. À cette époque-là, cette année-là, je marchais très fort. Et effectivement, j'ai perdu le maillot à Angers avec 22 minutes de retard. J'ai fait le maximum pour le reprendre, j'ai repris à Pau. Je l'ai perdu après à Luchon, après une crevaison. Et ma foi, si cette année-là, on avait peut-être cru un petit peu plus dans mes chances, j'aurais peut-être pu ramener le maillot jaune à Paris, oui. Mais si André Darrigade ne gagna jamais le Tour de France, il eut tout de même la satisfaction de l'emporter au point.
revêtant le maillot vert au Parc des Princes à 2 reprises. Mais bien sûr, le maillot jaune avait sa préférence. Le maillot jaune, c'était vraiment quelque chose. Je l'ai porté, je ne me rappelle plus exactement si je l'ai eu 23 fois, je crois. Je ne me rappelle plus, mais enfin, c'était vraiment quelque chose. Le Tour de France, c'était aussi pour vous une belle aventure? Oui, une très belle aventure. J'ai couru 14 Tours de France consécutifs. Et vraiment, chaque fois, c'était autre chose. Pour moi, c'est la plus belle course du monde. Vous avez mis un terme à votre carrière cycliste. Avez-vous éprouvé ou éprouvez-vous encore quelques regrets? Non, maintenant, ça fait quand même 15 ans que j'ai arrêté. Je n'ai plus de regrets, mais j'ai éprouvé effectivement pendant plusieurs années des regrets, oui. Tant que j'ai eu des copains avec qui j'avais couru pendant pas mal de temps qui étaient encore en course, oui. Et je dois dire que j'ai arrêté la compétition en 1966. Et j'ai couru mon dernier Tour de France en 1966. Et dès que j'ai senti que je ne pouvais plus gagner d'étape dans le Tour, pour moi, j'ai senti que c'était fini. Un accent qui vient du fond des Landes, un rire qui vient du fond du cœur, a dit Jean Bobet. Darrigade, lui, pourrait simplement ajouter, comme son illustre compatriote Montesquieu, « Je suis amoureux de l'amitié ». Je suis amoureux de l'amitié, ça c'est bien une formule qui colle au Pays Basque. On en profite en plus pour saluer celui qui nous a piloté dans l'hélico du Tour de France depuis 2 jours, Patrick Baudry, le spationaute qui nous a rejoint et qui nous quittera pour rejoindre Toulouse dans quelques instants. C'est la 18e étape du Tour de France entre Pampelune et Hendaye dans quelques minutes, 154 km 500. Vous retrouverez Patrick Chêne, Bernard Thévenet, Jean-René Godard et Jean-Paul Olivier sur les motos, Forissier, Lénoré à la réalisation, les hélicos, les motos pour les images, toutes les équipes de France Télévisions, de la SFP. Je voudrais remercier quant à moi tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission d'En attendant le Tour. Ted Taricone et toute sa bande, Fred Vido, Vincent Vedel et compagnie, merci à tous. On se retrouve dans 2 jours du côté de Castillon pour le contre-la-montre. Et on vous quitte évidemment sur ces très belles images qui nous donnent envie à nous aussi de partir en vacances. Ce sera pour un tout petit peu plus tard, après le Tour bien entendu, et surtout après les Jeux Olympiques. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi pour une autre émission d'En attendant le Tour. Au revoir. Sport de Troyes, avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Sport de Troyes vous donne rendez-vous avec les magasins Catena, partenaire officiel de l'équipe de France olympique. Et Motorola, téléphonie mobile, radiomessagerie. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia. Jeux Olympiques, Atlanta 96. L'important n'est pas de participer, mais de regarder.
Joyeux anniversaire, Julien. Anniversong de Musidol, un CD personnalisé pour chaque prénom, maintenant en vente sur Terre. Rejoignez la planète Anniversong, 3615 info prénom. Découvrez le temps du titane avec les montres Festina. France 2 met du concentré de vacances dans ses programmes avec Polo Diesel. Aux urgences, tout doit aller vite, très vite. Même les pauses déjeuner. Quelqu'un a commandé une pizza? Sport de Troyes présente l'étape du jour avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Bonjour à tous, aujourd'hui au programme de ce Tour de France, 154 km 500, une étape beaucoup plus tranquille dirons-nous que celle qui nous a été offerte hier avec Bernard Thévenet, avec Jean-René Godard, Jean-Paul Olivier. On va vous faire vivre une étape qui sera peut-être un petit peu plus tranquille, pour ne rien vous cacher. Il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'au début, depuis, si je puis dire, le début de cette étape, puisque les premières escarmouches, les premières attaques viennent de se développer, avec notamment Steinhauser de l'équipe Refine. Alors avec Bernard Thévenet, on a découvert il y a quelques instants que Steinhauser faisait le Tour de France, car c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de citer son nom, ce jeune coureur allemand donc qui n'a aucune victoire à son palmarès, mais qui a le mérite d'être assez frais aujourd'hui quand même, au terme de ce tour, pour donc compter 28 secondes d'avance sur un groupe de 9 coureurs qui vient de se détacher du peloton également. Donc nous sommes ensemble pour assez longtemps parce que le Tour a du retard aujourd'hui. Alors que Steinhauser compte 45 secondes d'avance sur le peloton. Alors tout de suite des précisions. Hier, nous avons eu l'occasion de vous signaler que nos amis Patrick Boutroux de l'équipe et Jacques Garcia, son pilote moto, avaient été victimes d'un accident de moto assez spectaculaire. Bien heureusement, le communiqué médical nous annonçait très vite que les blessures étaient spectaculaires, profondes, mais qu'elles devraient permettre à Jacques et Patrick de poursuivre le Tour de France. Alors Jacques et Patrick sont des figures de ce Tour de France. Ils sont là depuis bien longtemps. Si vous êtes des fidèles lecteurs de l'équipe, vous remarquerez les photos de Patrick Boutroux depuis bien longtemps. Donc ils souffrent de plaies multiples et profondes, mais pourront poursuivre le Tour, nous annonçait hier l'équipe de Gérard Porte. Alors à la suite de cet accident est née une polémique, car le directeur sportif de la Kelmé, Alvaro Pignot, est considéré par les motards comme le responsable de cette chute. Et du côté des motards, on pensait même qu'il pouvait s'agir d'un acte volontaire. Vous savez qu'on arrive en fin de tour, la fatigue, la chaleur, la nervosité. On considérait du côté des motards que Alvaro Pignot avait eu un geste de nervosité, un geste agressif, et qu'il avait envoyé au tapis en quelque sorte la moto pilotée par Jacques avec Patrick Boutroux donc avec lui. Donc vous doutez qu'il y a une réaction assez violente des pilotes de moto, que ce matin on en a beaucoup parlé, que Jean-Marie Leblanc a donné un avertissement à Alvaro Pignot, mais pour les motards, eh bien, ce n'était pas suffisant et un vent de fronde s'est levé parmi les motards, et tout de suite je crois qu'on est en contact avec Jean-René Godard. Jean-René qui va nous expliquer où en est la situation et quelle est la position des pilotes moto. Je ne vous cacherai pas que si nous devons faire une analyse objective de la situation et de l'incident, vous voyez qu'actuellement nous n'avons que des images d'hélicoptères, puisque les motos images donc pour l'instant ne participent pas à la course. Vous voyez que toutes les motos se sont regroupées à l'arrière et que ni les photographes ni les caméramans pour l'instant n'acceptent de travailler dans ces conditions. Alors je le disais, on va vous faire une présentation objective de la situation, comme notre rôle de journaliste nous y oblige, mais je ne vous cacherai pas que pour avoir fait quelques tours en moto parmi ces garçons, eh bien c'est vrai que cette situation est difficile, dangereuse. Il y a souvent des accidents de moto et qu'on ne peut pas tolérer en effet
des actes qui seraient de cette nature, enfin qui seraient volontaires. Mais enfin, on ne connaît pas l'essentiel du dossier, toutes les pièces du dossier. Jean-René, où en est la situation et quelle est la position des motards actuellement? Bonjour. Jean-René. Jean-René. Alors pour l'instant... Jean-Paul pour Jean-René. Ah non, c'est Jean-René, vous êtes à l'antenne Jean-René. Tu es où là Jean-Paul? Jean-René est à l'antenne, il ne m'entend pas visiblement, puisqu'il dialogue là avec Jean-Paul. Et vous pourrez voir que s'il se vous voit à l'antenne, eh bien il se tutoie dans la vie, ce qui est finalement bon signe vous nous suivez, pour notre équipe. Jean-René, vous ne nous entendez pas? Jean-René, oui, Patrick, vous êtes à l'antenne, je vous ai entendu prendre des nouvelles de Jean-Paul. On a deviné que vous tutoyez Jean-Paul dans la vie. Mais bon, moi je vous demande, en vous voyant, quelle est la situation, quelle est l'attitude adoptée désormais par les motards du Tour de France? Alors écoutez, Patrick, nous allons pour l'instant pas parler au conditionnel. Nous devrions, dans les minutes qui viennent, avoir la possibilité de faire entendre aux millions de gens qui suivent France Télévisions et qui suivent le reportage en direct cet après-midi. Nous devrions leur faire entendre donc la position des différentes parties concernées, à savoir, premièrement, bien évidemment, la position des motards qui ont été très marqués, très touchés, très choqués par l'accident dont a été victime hier la moto de notre confrère l'équipe. Faire entendre également la position des directeurs sportifs à la suite de l'avertissement qui a été donné à Alvaro Pignot, le directeur sportif de l'équipe Kelmé, et puis faire entendre, bien évidemment, la position de la direction du Tour de France, en l'occurrence celle de son directeur général, Jean-Marie Leblanc. Voilà, Patrick, si vous voulez, la situation pour l'instant. Nous allons nous porter à hauteur des différents protagonistes. On vous retrouve dans quelques instants, Jean-René, sur votre moto. Donc alors que pour l'instant, bien la course est en train d'évoluer un peu, puisque je vous le répète, il ne s'est rien passé. La première heure de course avait été très lente. Dans la deuxième heure, heureusement, 38 km 460 ont été parcourus. Nous en sommes actuellement à une moyenne de 32 km 600, alors que la moyenne prévue par les organisateurs était de 40 km/h. Voilà le profil de cette étape. Vous voyez que ce n'est pas une étape plane, mais une étape beaucoup moins difficile tout de même que celle qu'on a vécue hier. Alors Bernard, avant de nous intéresser donc à ces échappées qui se multiplient, je vous rappellerai quand même que Stannhäuser est toujours en tête. Il a été repris maintenant, mais il est toujours en tête dans un groupe avec Alonso, avec Jonker, avec N, avec Bartoli, avec Peronna, avec Hervé, Pascal Hervé, avec Breuking, Ferrigato, Voskamp et Salvato. On se retrouve donc avec un groupe de 11 hommes en tête. 11 hommes en tête, donc puisque Refin a été pris, il a été rejoint par 10 hommes. Voilà donc la situation de la course alors que nous passons à Saint-Étienne de Baïgorry, à 76 km de l'arrivée. Alors Bernard, une étape hier qui a fait beaucoup de dégâts, on l'a vu, 30 secondes d'écart actuellement. Et cette étape d'hier a laissé des traces sans doute, et au moins a sans doute freiné les velléités des adversaires de Björn-Norris. Il serait étonnant quand même que le podium soit bouleversé d'ici Paris. Oh, il y a peu de chances que le podium soit bouleversé d'ici Paris, puisque les écarts sont maintenant assez significatifs et qu'il sera difficile pour Richard Virenque de reprendre la seconde place d'Ulrich dans le contre-la-montre, puisque on peut présager qu'il n'y a que là qu'il y aura des différences. Et puis bien Virenque hier s'est mise à l'abri d'un retour éventuel de très bons coureurs contre la montre comme peuvent l'être Olano, Rominger, voire même Ougroumov. Petite question qu'on peut se poser quand même, Dufaux est juste derrière Richard Virenque. Entre les deux hommes, il n'y a jamais qu'une minute et 23 secondes, je crois, ou 33 secondes. Vous pensez que Dufaux peut aller chercher une troisième place, ou est-ce qu'il y aura une entente dans l'équipe? Il n'y aura pas, je pense, non, il ne faudrait pas qu'il y ait d'entente. Il faut, de toute façon, Richard doit faire un contre-la-montre impeccable, parce que ça peut déjà lui servir d'expérience pour d'autres courses futures, pour d'autres tours futurs. Et puis, eh bien, il faut aussi que, comment dire, lorsque l'on fait un contre-la-montre, il faut être très concentré. Donc, il faut toujours le faire au maximum de ses possibilités. Sinon, il pourrait y avoir un retour, pourquoi pas, ou de Luttenberger ou de garçons comme ça. Luttenberger n'est pas très bon contre-la-montre, mais il n'est jamais qu'à 27 secondes